Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Pénurie d'essence, crise des carburants, inflation record, incertitude économique, le tout débouchant ce dimanche sur cette marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon et ses appels à la grève générale. Y a-t-il un risque que tout cela s'agrège ? Va-t-on vers un blocage, vers une paralysie du pays ? Que propose en tout cas le MEDEF pour répondre à ce climat social tendu ? Comment rassurer les Français déjà malmenés par les effets de la guerre en Ukraine ? Comment répondre à leurs inquiétudes en matière de pouvoir d'achat tout en préservant le modèle français? Et puis au-delà, quid des réformes à venir, notamment celle des retraites. Pour commencer, Geoffroy Roux de Bézieux, la crise des carburants et cette grève dans les raffineries et les dépôts de carburant. Est-ce que vous dites, comme Gabriel Attal, que la poursuite des blocages est inacceptable après l'accord majoritaire intervenu chez Total ? Et le droit de grève, c'est un droit qui est garanti par la Constitution et donc évidemment je respecte le droit de grève. Mais là on est dans un cas très particulier puisqu'il y a un monopole de fait qui crée une situation inacceptable pour les Français, dangereuse pour l'économie puisque les gens ne peuvent plus aller travailler. Donc oui, je pense que Gabriel Attal a raison de dire que c'est inacceptable, surtout que Total a fait un geste très significatif. Toutes les entreprises de France ne pourront pas se le permettre. Significatif, on en reparlera, et définitif ? Écoutez, c'est pas moi qui négocie, c'est Patrick Pouyanné, enfin, ou du moins c'est les équipes de Total. Mais il y a un accord majoritaire, CFDT, CGC, je crois, ont signé l'accord. Ils sont majoritaires, c'est la loi de la démocratie sociale. Donc il faut arrêter. Vous savez, Maurice Thorez disait il faut savoir arrêter une grève. C'est évidemment le message. Et je pense que si ça bouge pas, il faut que la réquisition soit mise en place, y compris pour les dépôts de Total Énergie. Alors, vous dites monopole de la CGT, vous voulez dire ? Non, monopole de marché, c'est-à-dire que c'est un peu comme les aiguilleurs du ciel. On ne peut pas, en France, avoir de l'essence sans passer par les raffineries Total ou les deux de Exxon. Et donc, du coup, ils ont un pouvoir de blocage dont ils abusent. On parle de 150 personnes au Total. C'est la question que je vais vous poser. Chez Total, c'est 150 militants de la CGT en grève qui perturbent la vie de dizaines de millions de Français et puis qui perturbent aussi l'économie française. Vous dites que le droit de grève est un droit constitutionnel. Est-ce que là, c'est un abus de grève, un abus du droit de grève ? Je sais pas, mais en tout cas, on a un autre droit qui est en face, qui est celui de circuler, de voyager, de travailler, de produire. Et du coup, le gouvernement a un outil qui a été validé juridiquement, qui est la réquisition, puisque vous savez qu'il y a eu un procès, un référé contre ce réquisition. Et je crois qu'il faut réquisitionner parce que là, on n'en peut plus. D'une part, les gens sont à cran. Vous avez vu ces bagarres dans les stations-service, ça crée des tensions entre les Français. Et puis les entreprises commencent à avoir un problème parce que les gens ne peuvent plus venir travailler. Et ça s'ajoute à d'autres problèmes dont on va parler un peu plus tard. Dont on va parler justement, notamment le problème d'impossibilité d'aller sur les lieux de travail. La CGT considère que le droit de grève est perturbé et bafoué par les réquisitions. Est-ce que c'est une bonne grille de lecture ? Non. Vous savez, il y a un service minimum, par exemple, dans les transports publics. Il y a un certain nombre de services qui sont des services d'utilité sur lesquels le droit de grève a des limites. Je ne dirais pas la même chose si on parlait, je ne sais pas moi, d'une production j'en sais rien, de produits alimentaires où il y a des substituts possibles. Vous voyez, là, on est vraiment dans un cas... De monopole, vous disiez. Oui, de monopole de fourniture d'essence. Et donc, c'est pas possible d'avoir un droit de grève illimité, surtout après les offres, les propositions de Total, qui ont été, encore une fois, je le rappelle, acceptées par les syndicats majoritaires. On va en parler de Total. Est-ce que vous parlez comme Marine Le Pen, comme la gauche, NUPES, LFI, et ainsi de suite, et comme LR, d'un défaut d'anticipation du gouvernement de cette crise ? Toujours facile à dire après. Et c'est compliqué de répondre à cette question quand on est président du MEDEF, je le sais. Non. Vous savez, il n'y a pas très longtemps critiqué le gouvernement sur les dépenses publiques. Ouais. Donc, moi, je dis ce que mes adhérents disent. Vous savez, le patron du MEDEF, c'est le porte-parole des patrons. Donc, moi, j'écoute mes adhérents, j'essaie de faire la synthèse. Là-dessus, je suis un peu plus nuancé parce que c'est toujours facile de raconter les choses après. Ouais. Et on pouvait imaginer quand même que les négociations permettraient d'aboutir. Elles ont permis d'aboutir. Malheureusement, ça ne suffit pas. Des négociations, on précise pour nos auditeurs, qui devaient avoir lieu plus tard, qui étaient prévues plus tard. D'où ce qu'a dit Laurent Berger, une grève par anticipation. Grève préventive. Pardon. Je note d'ailleurs au passage qu'il y a la CGT, dont on parle beaucoup, mais il y a d'autres centrales syndicales qui ont une attitude différente. Notamment FO, FO, et puis surtout la CFDT que vous citez. Encore une fois, vous savez, je trouve les revendications salariales, elles sont légitimes, surtout dans un moment d'inflation. Qu'il y ait des conflits à l'intérieur de l'entreprise, comme toute organisation humaine, c'est normal. Que parfois on doive les résoudre par le conflit dur et les grèves, c'est arrivé dans le passé. Mais là, on est vraiment dans un cas hors norme qui crée une telle perturbation pour la vie du pays que la réquisition est normale. La réquisition est normale, cas hors norme. Considérez-vous que la CGT est son leader
secrétaire général, Philippe Martinez, se sont radicalisés et qui jouent à mettre de l'huile sur le feu, à embraser la situation et le climat social du pays. Vous savez, Michel Rocard disait entre le complot et la connerie, je préfère toujours la connerie. Ouais. Et alors la connerie, c'est du côté de... Est-ce que du côté... Alors, je vous pose la question autrement. Du côté de Martinez, c'est à la fois le complot et la connerie? Non, je vais vous dire, je ne crois pas qu'il y ait eu une espèce de stratégie qui consisterait à pousser à la, voyez, à la, comment dire, le pays dans le chaos, etc. C'est une radicalisation. D'ailleurs, je crois que Philippe Martinez était à l'étranger quand ça a démarré. Il est rentré entre guillemets en catastrophe. Puisque Voilà. vous parlez de Philippe Martinez à l'étranger, on va parler de ce qu'il a dit. Hein, et puisque ça concerne ce que vous dites. Il était en Cisjordanie, il est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi, et il a dit sur BFM, je suis rentré, j'ai un peu de retard, et j'ai dû me faufiler à cause de tirs israéliens, et j'ai dû me faufiler pour échapper à leurs tirs. Après, on s'est rendu compte que c'était une fake news, un bobard. Comment ça vous fait réagir? Écoutez, j'ai pas vu cette déclaration. Ouais. C'est-à-dire qu'il était, j'ai même pas. Il était à Naplouse. Il est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris. Il est allé donc sur les lieux de la raffinerie Total de Esso de Normandie et il a dit j'ai ce de retard et j'ai dû me faufiler pour échapper aux balles israéliennes, ce qui est faux. Tout ce qui est excessif est insignifiant, malheureusement. Voilà, et on ferme la parenthèse. Donc par rapport à Martinez. Je ne crois pas qu'il y ait un complot de la CGT. Enfin, d'abord, je ne suis pas, comme vous imaginez, au conseil exécutif ou au bureau de la CGT. Et ils ne m'appellent pas toujours pour me demander mon avis. Bon. Donc, je ne crois pas au complot. Je ne crois pas qu'il y a une pièce sombre où se réunissent l'extrême gauche et les syndicats pour mettre le pays en chaos. Mais le résultat, c'est celui-là. Le résultat, c'est que les infirmières ne peuvent pas aller visiter leurs patients. Le résultat, c'est que les salariés ne peuvent pas aller travailler, etc., etc. Et les fonctionnaires, d'ailleurs. Enfin, que l'ensemble du pays bloqué, vous avez vu donc les pompiers, les taxis, enfin bon, je ne vais pas faire la liste. Des problèmes pour les malades, j'ai entendu. On a entendu des médecins dire, ou même des infirmiers dire, si on ne peut plus aller soigner les malades chez eux, il va falloir les hospitaliser. Ouais. Non, mais on voit bien que ça n'est pas une grève normale. Encore une fois, les revendications sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites, c'est, je dirais, le bien commun du pays. C'est pas une grève normale, la CGT prend les Français en otage, prend le pays en otage? En tout cas, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont 6, pardon, oui, eux prennent les Français en otage. Prend les Français en otage, et donc le président du MEDEF, il leur dit... Maintenant, ça suffit. Oui, en tout cas, mais le président du MEDEF, c'est pas lui qui va faire débloquer les raffineries. C'est le gouvernement qui va débloquer. Je pense qu'il faut passer aux réquisitions. Donc, Elisabeth Borne parle ce soir aux 20h de TF1. Vous attendez de sa part qu'elle dise on va réquisitionner. Je crois qu'on n'a plus le choix, parce que si on fait encore une semaine comme ça, avec ce type de pénurie d'essence, ça risque vraiment d'avoir un impact sur l'économie. Un impact sur l'économie, ça veut dire des entreprises en difficulté, ça veut dire une baisse de la croissance, une nouvelle baisse de la croissance, ça veut dire du chômage. Oui, surtout que ça vient sur un terreau dont on pourra parler, qui n'est pas aussi rose qu'on a pu le croire il y a quelques mois. Il y a un ralentissement très fort de la croissance. On n'est pas en récéession en France encore, contrairement à certains pays, notamment à certains pays voisins, notamment les États-Unis les Allemands, les Allemands. Parce que on a fait un certain nombre de réformes et donc la croissance résiste. Mais quand j'étais dans la Drôme-Ardèche, vous voyez, à Valence mercredi, quand vous discutez avec des patrons de PME à Valence, ils sont quand même inquiets. Ils voient les prix de l'énergie, au-delà du problème du carburant ponctuel dont on espère qu'il ne va pas durer, les prix de l'énergie, les prix du mégawattheure. Alors c'est assez complexe à comprendre, mais aujourd'hui on paye l'électricité 6, 7, 8 fois plus cher qu'on la payait jusqu'à présent. Et du coup, vous avez des industriels, souvent, pas que, mais des industriels qui ne peuvent plus produire parce qu'ils produisent à perte. Et ça, c'est un problème énorme dont on espère qu'il sera débloqué par la Commission européenne le 21 octobre, c'est-à-dire la semaine qui vient, parce qu'on ne peut plus continuer avec ces prix d'électricité qui ne correspondent pas d'ailleurs en plus à des augmentations de production. C'est un système de fixation de prix qui est absurde, où c'est le prix du gaz qui détermine le prix de l'électricité. C'est un système qui a été inventé il y a 30 ans et qui ne marche plus. Qui ne marche plus, ce qui a conduit le patron de la CPME à dire que 150 000 entreprises peuvent déposer le bilan. Oui, écoutez, je ne sais pas si je dirais 150 000 entreprises. Je suis absolument incapable de vous donner un chiffre, mais ce que je vois, moi, c'est notamment, je pense que c'est très centré sur l'industrie. Je crois que Bruno Le Maire a dit 10% de production industrielle en moins. À cause de la crise de l'énergie. Voilà, je suis plus près de ce chiffre. En fait, ce qu'on voit, on voit des gens qui soit ralentissent leur production,
soit ne produisent qu'avec l'électricité qu'ils ont couverte. Vous savez qu'il y a la possibilité de se couvrir sur le prix de l'électricité. Donc, ils ont une électricité à un prix raisonnable. Et dès qu'ils dépassent, ils payent plus cher. Ben, ils ne dépassent plus. Et tout ça, effectivement, c'est de la récession, c'est du ralentissement de PIB. Retour sur la crise, on reparlera de la situation économique, sociale et financière un peu plus tard. Emmanuel Macron a dit mercredi qu'il considérait qu'on aurait un retour à la normale la semaine prochaine. Vous pensez que c'est faisable ? Tout dépend de la capacité. Puisque la CGT a décidé de ne pas arrêter suite à la négociation signée jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'étape suivante, c'est effectivement que la Première ministre annonce d'une manière ou d'une autre une réquisition. Et s'il y a réquisition, il y a retour à la normale. S'il y a réquisition, retour à la normale. Est-ce que, au passage, est-ce que vous demandez à Total de faire un geste supplémentaire en direction des syndicats ? En l'occurrence, on reparle de la CGT qui s'en tient toujours aux 10% d'augmentation et au lieu des 7% et de la prime correspondante à un 13e mois annoncé par la direction et accepté par les autres syndicats. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Non, je ne crois pas. Mais c'est surtout à Total de décider. Ouais. Je rappelle quand même qu'il y a eu donc 7% d'augmentation et puis des primes qui vont de 3 000 à 6 000 euros. Un 13e mois. Oui, enfin, c'est même un peu, ça dépend des salaires, hein, mais c'est quand même assez significatif. Et je le dis tout de suite, malheureusement, toutes les entreprises françaises ne pourront pas s'aligner. C'est justement la question que je voulais vous poser. Ah bon, bah écoutez, je la devance. C'est un sujet qu'on va aborder. Total, je voudrais qu'on parle un peu de Total. Un mot sur Total Énergie. En 2021, l'entreprise a touché 18 milliards d'euros, a fait 18 milliards d'euros de bénéfices. Plus 10 milliards depuis le début de 2022, versé des dividendes records à ses actionnaires. Son PDG, Patrick Pouyanné, a augmenté son salaire de 52%, qui est passé de 3 900 000 euros en 2020 à 5 944 000 millions d'euros en 2021. Est-ce que Total n'est pas une entreprise hors sol ? Non. D'abord, il faut comprendre que les augmentations de dividendes, c'est pas Patrick Pouyanné qui a augmenté son salaire, hein, c'est le conseil d'administration qui lui a augmenté son salaire, elles viennent après des baisses très fortes qu'on a oubliées, évidemment, en 2020, liées à la crise du Covid. Et d'ailleurs, il est probable et possible qu'en 2023, ça rebaisse. Et vous le souhaitez d'ailleurs ? Non, je ne le souhaite pas. Moi, je suis content. En fait, je vais poser autrement la question. Est-ce que vous souhaitez que Patrick Pouyanné fasse un geste ? Non, attendez. Dans l'ordre, je ne souhaite pas que les bénéfices de Total soient réduits. On a une chance formidable. On est un des rares pays occidentaux à avoir une souveraineté énergétique grâce au fait que Total est français. Et je le dis tout de suite, la majorité des actionnaires de Total, ceux qui touchent les dividendes, malheureusement, ne sont pas français. Donc, un jour, il y aura peut-être une pression pour dire, attendez, vous êtes plus taxés en France, les dividendes sont plus taxés, partez ailleurs. Donc, avoir des champions comme Total, comme LVMH, comme d'autres en France, qui restent en France et qui paient leurs impôts en France, alors que dans le cas de Total, ils perdent de l'argent sur le périmètre français, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et ne faisons pas partir, il y en a déjà quelques-uns malheureusement qui ont été vendus, nos champions du CAC 40, on en a besoin. Parce que vous entendez des critiques. Patrick Pouyanné se serait goinfré. Mais si vous voulez, et Mbappé, pardon, mais... et les footballeurs. Oui, il est footballeur, il est très fort. Et les autres footballeurs, je veux dire. Oui, les autres footballeurs, pardon. Oui, enfin, je dis Mbappé parce que voilà, on en parle beaucoup en ce moment. C'est 120 millions d'euros par an, il me semble, quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que Patrick Pouyanné, il dirige un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois, enfin 200 000 personnes. Il est évidemment un des meilleurs patrons du monde. Son salaire est mérité parce qu'il peut aller gagner bien plus ailleurs. Et sur les dividendes, je rappelle que Total verse beaucoup moins de dividendes en proportion de son bénéfice que les autres pétroliers qui sont Exxon, qui sont Shell, etc., etc. Donc tout ça est justifié. Mais tout ça est justifié. Je pense qu'on est français et qu'on est les grands spécialistes du bashing et de bâcher nos propres entreprises. Alors, on se tire une balle dans le pied. Alors Surtout, pardon, que s'ils n'avaient rien fait, je pourrais entendre la critique. Mais une prime de 3 à 6 000 euros par salarié, c'est très significatif. Et j'espère d'ailleurs, j'espère qu'ils feront les mêmes bénéfices l'année prochaine parce que ça veut dire qu'ils pourront reverser aux mêmes salariés ces 3 à 6 000 euros de primes. Mais vous qui êtes président du MEDEF, qui êtes entrepreneur, vous seriez face à la même situation que Patrick Pouyanné. Est-ce que vous accepteriez qu'on augmente votre salaire de 52%? Chacun décide, c'est au conseil d'administration de Total de décider. En fait, en plus, vous savez comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est fixé pour Patrick Pouyanné comme pour les autres patrons. Et quand les objectifs sont atteints, évidemment, ils touchent la prime correspondante. Donc, hors de question qui rentre cet argent. Mais c'est pas à moi de le décider, surtout. Oui, mais je pose la question à l'homme, au citoyen.
Le citoyen, il pense que un patron qui fait réussir une entreprise, comme un footballeur qui marque des buts, mérite, comme un chanteur qui vend des disques, comme un journaliste, alors vous allez me dire, le journaliste c'est mal payé, mais comme un grand présentateur de télé qui fait de l'audience, mérite d'être payé et d'être rétribué. Alors, retour à l'actualité sociale, Geoffroy Roux de Bézieux. Dans ce contexte de grève dans les raffineries, que vous inspire la marche contre la vie chère et l'inaction climatique de Jean-Luc Mélenchon, à laquelle s'est jointe la NUPES? Bah écoutez, oui, je suis chez vous en ce moment, donc ça veut dire que je n'ai pas été marcher. Voilà. Bon, enfin, vous auriez pu. Fait une surprise. Mais vous êtes venu en vélo ici, hein? Oui, donc. Vous êtes un grand sportif. Écoutez, que les Français soient inquiets légitimement par rapport à l'inflation. Et d'ailleurs, je le dis, je pense que dans l'inflation, il y a l'inflation alimentaire qui est supérieure à l'inflation générale, de 5,6%. On parlera des causes, notamment de la guerre en Ukraine. Qui pose un problème aux Français. Il y en a beaucoup, des négociations dans les entreprises pour essayer d'augmenter les salaires à la hauteur de cette inflation. Je le comprends. Alors, on va parler de tout ça. Mais d'abord, cette marche. Cette marche, évidemment, c'est de la politique. Et donc, le MEDEF, et moi, personnellement, je n'ai pas en pensé quoi que ce soit. De même façon que quand tel ou tel parti, à l'autre bout de l'échiquier, fait telle ou telle manifestation. Nous, on est le parti de l'entreprise. Oui, mais les conséquences, il peut y en avoir ou pas? Alors, on poursuit. Mais là, vous me demandez un analyse politique. Moi, je ne suis pas. C'est à vous de me dire s'il y aura des conséquences. Alors, on va poursuivre. Cette marche contre la vie chère de ce dimanche va être suivie mardi par une journée de mobilisation sur fond de grève chez EDF, dans les centrales nucléaires, alors qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans le nucléaire, dans les centrales nucléaires, et dans les transports, où Sud appelle à la grève générale à partir de mardi. Est-ce que vous redoutez un risque de contagion, notamment chez les dockers, dans le secteur automobile, chez EDF, voire dans les services publics? Risque de contagion ou pas? Très difficile de répondre. Vous savez, juste avant un grand mouvement social de mai 68, il y avait Le Monde qui avait titré « La France s'ennuie ». Et ça pourrait être le cas aujourd'hui? Et donc, la France aujourd'hui, elle ne s'ennuie pas. Hein. Non, mais si je vous dis ça ne va pas coaguler, il n'y aura pas de grande grève générale, je peux être démenti par les faits. Parce que forcément, ces mouvements-là sont toujours très difficiles à prédire. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui se passe dans les entreprises du privé. Ouais. Moi, je ne représente pas la SNCF. Ouais, bien sûr. Et il y a des tensions, il y a des demandes salariales légitimes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que pendant 30 ans, on a vécu sans inflation. Ou 1% d'inflation. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait chaque année dans les entreprises? Il y a ce qu'on appelle une NAO, négociation annuelle obligatoire, qui a lieu début de l'année. Elles ont eu lieu en début de l'année. En moyenne, ça a fait 3%. Parce qu'à l'époque, c'est pas si longtemps, mais il y a quelques mois, on était sur une tendance d'inflation de 3%. Et donc, évidemment, on est parti là-dessus. Les gens sont partis en vacances. Ils ont dépensé leur argent. Ils sont revenus. Ils ont fait leurs courses dans les grandes surfaces. Et ils se sont rendus compte que c'était pas 3%. Et c'est légitime. Et alors, vous, président du MEDEF, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs? Moi, je dis aux entrepreneurs que ceux qui le peuvent augmentent les salaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Monsieur Ziza, c'est que les situations sont extrêmement différentes. Vous avez des entreprises qui ont pu passer l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation entrante, c'est-à-dire le prix des produits qu'ils achètent, dans les prix finaux. Et puis, vous avez des entreprises pour qui ce n'est pas possible. Prendre un exemple très concret, le nettoyage ou le gardiennage. C'est souvent des contrats de 1 ou 2 ans, souvent avec l'État d'ailleurs, entre parenthèses. Et les prix sont fixes. Donc, si vous augmentez les salaires, qui est le principal prix de revient, vous trouvez un squeeze vous êtes pris dans votre marge. Donc, tous les cas de figure sont là. Vous avez des entreprises qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. Après, il y a un outil qui est très utilisé et qui va être, je pense, encore plus, qu'on appelle la PPV, prime de partage de la valeur, ex-prime Macron. Pourquoi elle est utilisée pour compenser l'inflation? Parce que personne ne sait si cette inflation est durable. Il y a des tas d'économistes. Bruno Le Maire nous dit que ça va commencer à affaiblir mi-2023. Écoutez, moi je ne sais pas, je vais vous dire. On n'est pas certain. Je suis certain de rien. Et depuis 3 ans, tous les économistes ont été démentis à peu près sur tout. Donc je ne sais pas. Et si vous augmentez les salaires, évidemment, ils resteront, heureusement, on ne les baisse pas. Si vous donnez une prime de partage de la valeur, ça permet de compenser l'inflation. Et si l'inflation baisse, on se retrouve au bon niveau de prix. Mais vous avez des négociations, mais elles sont très différentes en fonction de la situation des entreprises. Alors, la question salariale dont vous venez parler est centrale. Est-ce qu'il faut augmenter globalement les salaires? Est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation plus globalement? Marine Le Pen, elle propose une augmentation de 10% des salaires en échange d'une non-augmentation des charges. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une non-augmentation des charges. Eh bien, si c'est une baisse des charges... Non, sans baisse des charges, mais les charges restent au même niveau. Oui, mais c'est un pourcentage du salaire. D'après ce que j'ai compris, pas d'augmentation des charges et pas de baisse des charges.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'en France, quand on augmente les salaires, surtout en dessous de 2 000 euros, Mmh. il y a une partie significative qui part dans les charges. Mmh. Ça, c'est clair. Donc, si on veut travailler sur le niveau de charge, moi, je suis partant. Simplement, il faut savoir que, vu du point de vue syndical, c'est souvent ce qu'ils appellent du salaire différé. Mmh. Parce que c'est la retraite, parce que c'est la maladie, etc., etc. Mais en France, vous savez qu'à partir d'un certain niveau de salaire, quand vous donnez 100, il y en a à 60, 50, 60 qui partent dans les charges. Et donc, effectivement, l'augmentation de salaire, elle se voit peu sur la feuille de paye. Donc, oui, ça peut être un débat, mais j'ai pas bien compris la proposition. En tout cas, je vous répète, je vous précise ce qu'elle a elle-même dit, Mhm. y compris ce matin sur BFM. Est-ce qu'il est possible d'indexer les salaires sur l'inflation? Alors, il est possible de le faire. Mais Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable et Non. est-ce que les entreprises peuvent Non, mais pour deux raisons. aller dans cette direction? Pour deux raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit, la situation financière entreprise, elle est totalement hétérogène en fonction des secteurs et des tailles. Vous avez prises qui se portent très bien. Total peut faire 7% et 23 à 6 000 euros. Mmh. Et vous avez d'autres entreprises, souvent des plus petites d'ailleurs, qui ne peuvent pas le faire. Et puis, si vous indexez, ce qui existait dans les années 70, vous allez nourrir l'inflation. Voilà. Et on rentre dans une spirale qui est extrêmement dangereuse parce que l'inflation, on sait comment on y rentre, on ne sait pas comment on y sort. Vous savez, c'est la fameuse analogie du dentifrice, quoi, qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le tube. Et l'inflation, tout le monde le sait, c'est plus violent, si j'ose dire, enfin plus pénalisant, moins vous avez de revenus. Plus pour les petits revenus. Pour les petits revenus. Et donc je pense que c'est souhaitable pour personne. Alors, par rapport au salaire, est-ce qu'il faut réunir une conférence sur les salaires? Est-ce que le MEDEF serait favorable à une sorte de nouveau Grenelle social? Non. Non, je crois qu'il y avoir un peu répondu. C'est-à-dire que le Grenelle social, c'était l'époque, donc 68 et puis un peu après. Il y en a eu d'autres depuis. Oui, il y en a eu d'autres après, où, si vous voulez, on avait une économie qui était très homogène. Et donc, on pouvait parler de la situation des entreprises en moyenne de manière crédible. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'économie, elle a divergé, les situations d'entreprise ont divergé, vous avez des secteurs qui se portent vraiment bien. Le luxe se porte très bien en France. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça fait des emplois en France. On fabrique les sacs Vuitton ou je sais pas quoi en France. Mais vous avez d'autres secteurs qui souffrent. Et donc, un Grenelle des salaires, moi je serais incapable, et je pense que ça sera pareil pour mes collègues patronaux, d'avoir une position générale. Donc ça doit se faire négociation dans les entreprises par entreprise. D'ailleurs, c'est ce que par dit. branche. C'est intéressant parce que c'est ce que dit ce matin dans le JDD Frédéric Souillot, le secrétaire général de FO. De FO. Ça se fait dans les entreprises et dans les branches. Alors, autre question. Donc, est-ce que vous ressentez, certains se disent pourquoi pas, et c'est peut-être le cas, un parfum de 1995 dans le climat qui est le climat de la France de 2022, de cet automne 2022? Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question non plus. C'est-à-dire que d'abord, encore une fois, il faut être prudent sur ces prévisions-là. Mais en plus, la situation du pays est très différente de 95. 95, c'était un sujet purement français, suite à une élection qui n'avait peut-être pas été complètement, j'allais dire, où les choses n'avaient pas été clarifiées. Là, la situation, elle vient de l'extérieur, essentiellement. Alors, il y a le blocage particulier, là, mais on peut penser que ça ne va pas durer, mais la situation d'inflation et la crise du prix de l'énergie, elle vient de la géopolitique, de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, on n'est pas dans le même contexte, donc je ne suis pas sûr que l'histoire se reproduise. Alors, comme des leaders de LFI, de la France Insoumise, Sandrine Rousseau, donc la députée EELV de Paris, a espéré que la grève dans les raffineries sera, je la cite, l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale parce que, dit-elle, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont mises en place par le gouvernement. Grève générale, est-ce qu'elle est dans son rôle, Sandrine Rousseau, en appelant à la grève générale? Et est-ce que vous redoutez une grève générale? J'ai un peu répondu sur la grève générale. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Est-ce que Sandrine Rousseau est dans son rôle? Je regrette quand même qu'il y ait eu des élections présidentielles, puis législatives. Oui, ça remonte à 6 mois. Voilà. Donc en gros, vous dites, on ne peut pas remettre en cause des élections comme ça, c'est ça? Encore une fois, je ne conteste pas le droit de grève, mais vouloir le chaos dans le pays pour renverser un gouvernement qui a été élu il y a 6 mois, me paraît pas. Il y a un Parlement. Je crois que Sandrine Rousseau est au Parlement. C'est au Parlement de décider. Sinon, la démocratie représentative, qui est déjà un peu mal en point, en tout cas dans d'autres pays du monde, la démocratie, elle recule. Je suis pas sûr que ça aide à la démocratie. Quand les politiques comme Rousseau, Mélenchon concurrencent les syndicats, voire les doubles sur leur gauche,
En gros, ils ne sont pas dans leur rôle, si je comprends bien ce que vous avez dit. Ils ne vont pas dans l'intérêt du pays. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté que les syndicats ne sont pas dans la marche d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est tout à leur honneur de séparer, j'allais dire, le mouvement syndical du mouvement politique. Et quand vous entendez que Philippe Martinez n'exclut pas la poursuite de la mobilisation au-delà de mardi, là, vous dites, mais peut-être qu'on peut arriver à on peut vivre cette paralysie du pays ou pas? Écoutez, vous me reposez la même question sur plusieurs formes, et je vais vous faire la même réponse sous plusieurs formes. Je ne suis pas capable de vous prédire ce qui va se passer. Je regrette qu'il y ait des gens qui cherchent le chaos. Je ne crois pas que, dans les entreprises privées en tout cas, la situation soit celle que décrit Sandrine Rousseau et ou Philippe Martinez. Et... Vous savez, juste un mot. Au sortir du Covid, donc nous on fait des études sur l'image des entreprises depuis 30 ans. Toujours la même question, etc. L'image des entreprises chez les Français, salariés du privé comme non salariés du privé, est au plus haut depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de salaire, mais je ne suis pas sûr que l'entreprise soit le bouc émissaire de la colère des Français. Et quand vous voyagez beaucoup, en tant que président du MEDEF, quand vous voyez ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce que vous inspire la situation en France? Vous savez, on retrouve dans beaucoup de pays, y compris des pays avec une histoire politique très différente de la nôtre, l'Angleterre, des difficultés, des fractures dans toutes les démocraties occidentales. Moi, ce que je vois, vous retrouvez la même chose en Italie, vous retrouvez la même chose en Angleterre, aux États-Unis, c'est une radicalisation entre une partie de la population qui réussit, qui habite en général dans les métropoles, qui est plutôt à l'aise avec la modernité, la technologie, et qui est plutôt ceux qui réussissent et qui ont probablement voté pour le président Macron, et de l'autre, des gens qui sont souvent dans des zones rurales, en France, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide, mais en Angleterre, c'est le nord de l'Angleterre, aux États-Unis, c'est le centre des États-Unis par rapport aux côtes, et qui sont dans une forme de colère. Et c'est vrai qu'il y a une fracture. J'ai eu un débat il y a 10 jours dans l'Express avec François Ruffin. Je disais l'autre jour, François Ruffin, il a des bonnes intuitions et des mauvaises solutions. Il insiste beaucoup sur le sujet de fracture. Et je peux partager cette idée-là. Et je pense que la manière d'essayer de limiter de réconcilier ces fractures, c'est autour de l'entreprise qu'on peut y arriver. Des fractures qui sont dues souvent à une désindustrialisation du pays et des pays. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bien sûr. Il faut créer de nouveaux métiers. Alors, là, j'espère qu'on a du temps parce que ça mérite. Bon, on a désindustrialisé en Europe et on a plus désindustrialisé en France que dans le reste de l'Europe. Il n'y a que l'Angleterre qui est à peu près comme nous, qui a aussi. Or, dans une ville moyenne, quand vous avez 10, 20 000 habitants, s'il n'y a plus d'usines pour maintenir de l'emploi et les services associés, c'est la ville qui meurt. Et après, c'est le lycée qui perd des élèves, c'est les commerces qui ferment, etc., etc. Donc, ça ne s'inverse pas dans un claquement de doigts. Il faut rendre l'industrie française compétitive. C'est la baisse des impôts de production, c'est le coût de l'énergie. Il faut avoir un certain nombre de projets pilotes sur des nouvelles technologies. C'est les batteries dans les Hauts-de-France. L'hydrogène, ainsi de suite. Voilà, etc. Parce qu'on ne va pas refaire venir, des t-shirts à 10 €. Vous voyez, ce n'est pas cette bataille-là qu'il faut gagner. C'est la bataille du futur qu'il faut gagner. Il faut, et c'est quand même important de le dire, que les citoyens aient envie d'avoir des usines à côté de chez eux. C'est quand même assez frappant de voir la schizophrénie, si j'ose dire. Ou de la même manière des éoliennes. Oui, alors les éoliennes, c'est autre chose et la même chose. Mais c'est très difficile, c'est devenu très difficile de créer une usine ou d'étendre une usine parce qu'il y a une forme de schizophrénie. Enfin, c'est une maladie, je ne voudrais pas dire schizophrénie, mais vous voyez, il y a un cerveau droit, un cerveau gauche. Je ne sais pas lequel est le droit et le gauche d'ailleurs. Il y en a un qui dit je veux des emplois, je veux de l'industrie, je veux de l'investissement. Et l'autre qui dit mais je ne veux pas les nuisances. Ouais, et je ne veux pas les camions, et je ne veux pas, etc., etc. Et donc ça, c'est très intéressant. J'ai visité la semaine dernière du biométhane, vous savez, une centrale de biométhane, qui est une manière de faire du gaz renouvelable en France sans gaz russe. Donc, mais évidemment, il y a une petite odeur. J'y étais pour voir. Il y a une petite odeur. C'est pas insurmontable. Et il y a des camions qui viennent mettre des déchets agricoles. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils veulent du gaz pas cher, ils veulent plus qu'on dépende, et ils ont raison, de la Russie, ils veulent qu'on soit dans de l'énergie propre. Mais ils veulent pas que ça soit à côté de chez eux. C'est compliqué. Ouais, mais à un moment, il faut aussi dire la vérité aux Français, expliquer ça, et il faut être courageux. Alors, Emmanuel Macron, a priori, essaie de dire la vérité aux Français, mais est-ce que vous diriez qu'au-delà de ce climat social tendu, que 6 mois après sa réélection, il a perdu en autorité, il a perdu la main? Non, parce que vous me posez beaucoup de questions politiques. Non, mais je ne suis pas un commentateur politique, ni un journaliste politique. Mais vous êtes un leader
un entrepreneur qui vit dans le pays et qui parle avec les entrepreneurs du pays. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un changement important de politique économique. Pendant 30 ans, il y a eu des hauts débats, mais on a fait une politique de la demande, c'est-à-dire qu'on a aidé le consommateur plus que le producteur. Et d'ailleurs, ça nous a amené à une forme, vous l'avez dit tout à l'heure, de désindustrialisation. Depuis 2017, on a changé de cap et on a fait ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire on va aider le producteur, ça va créer de l'emploi et ça aidera la demande. C'est comme ça qu'on a créé pas loin d'1 500 000 emplois. Vous vous souvenez qu'on avait un peu moqué mon prédécesseur, mais les emplois, ils sont là. Alors, pas au moment où il les a lancés, mais ils sont là. Ils sont là et même, ils ont été dépassés. Et comment ça a été fait ? Ça a été fait essentiellement avec une baisse des impôts des entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on a plus de recettes fiscales, alors pas immédiatement, pas la première année, avec moins d'impôts. Nous, on ne demande pas d'être un paradis fiscal, on ne demande pas d'être le Luxembourg ou je sais pas quoi, on demande la moyenne européenne. Bon. Et donc, ce qui est important pour nous dans la politique que mène ce gouvernement et le président de la République, c'est qu'il garde ce cap-là. Pour le moment, il garde ce cap puisque, par exemple, dans le PLF, donc le projet de loi de finances, budget, si vous voulez, 2023 voté, enfin qui va être voté, en ce moment, il y a la baisse. Alors, oui, a priori, effectivement, au bémol des impôts de production. Hein. Il y a la baisse des impôts de production. Donc, c'est ce signal-là qui est important pour les entreprises. Les entrepreneurs, ils se projettent. Je vais investir, j'aurai un contexte stable et j'aurai toujours une politique de l'offre. Le budget 2023, d'ailleurs, est-ce qu'il est à la hauteur dans le cadre de cette crise, dans ce contexte de crise, est-ce que vous regrettez le quoi qu'il en coûte ? Non. Non, j'ai été un des premiers je sais, mais je vous à dire il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Mais comment aider les secteurs en difficulté, pardon ? Mais, si vous voulez, on peut pas. On n'est pas entrepreneur pour vivre au crochet de l'État. Il y a un moment, il faut accepter qu'il y a des aléas. En fait, si vous voulez, l'État doit intervenir quand le marché ne fonctionne plus. Quand on est dans un truc hors norme. Le Covid, c'était plus une affaire de marché. On vous disait, vous fermez. Demain matin, vous fermez. Donc, il n'y avait pas moyen que le marché récupère, pas de moyen qu'un entrepreneur s'en sorte, puisque un restaurateur, il ne pouvait plus servir ses clients. Donc, dans ces cas-là, il faut que l'État intervienne. Bon. Les prix de l'énergie, c'est un cas particulier, parce que c'est nous-mêmes, si je veux dire, c'est l'Europe qui a créé un système de marché absurde. Or, on est en économie de guerre, il faut péter le système. Moi, je regrette, je le dis, que les Allemands s'obstinent à défendre ce qu'on appelle le market design, cette fixation du prix de l'électricité, qui n'a plus aucune raison de fonctionner comme ça. Mais globalement, il faut qu'on arrête le quoi qu'il en coûte. Aussi parce qu'on a 112% de dette. Et vous savez, on dit le déficit du budget est à 5% du PIB. Mais si on raisonnait comme un foyer, comme vous ou comme moi, c'est pas 5%. C'est le déficit représente 45% des recettes. Donc on est structurellement déficit. Donc on ne peut pas se payer, entre guillemets, s'offrir un nouveau quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, et puis aussi réforme. Comment aborder dans ce contexte les réformes ? Est-ce que la réforme des retraites est toujours encore possible ? Oui, elle est possible et elle est indispensable. Moi, j'avais dit fin août qu'il fallait faire d'abord la réforme de l'assurance chômage, qui est plus facile et plus urgente, et ensuite les retraites. C'est ce que le gouvernement a fait, puisque la réforme de l'assurance chômage a été votée il y a une dizaine de jours, je crois. Et là, on aborde les concertations pour les retraites. Donc, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la démographie, c'est la seule science économique qui ne ment pas. Et malheureusement, la démographie fait qu'on aura de moins en moins de jeunes qui vont aller sur le marché du travail. Et tant mieux, hein. Alors oui, non, que l'on puisse pour la vivre planète plus tard. Ah oui, hein. non, c'est la deuxième partie sur laquelle vous dites tant mieux. Et l'espérance de vie continue à monter. Oui, vous parlez de démographie, pardon. Oui, mais c'est les deux qui jouent, parce que si on avait plein de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, d'une certaine manière, comme en 1945, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,6. Et vous avez raison, l'espérance de vie continue à augmenter. C'est pas le cas partout. Aux États-Unis, malheureusement pour eux, l'espérance de vie baisse. Bon, donc on a un problème mathématique simple. Comme on a choisi collectivement le Conseil national de résistance en 1945, la retraite par répartition, c'est-à-dire les actifs payent pour les retraités, pas 36 solutions. Soit on augmente... Vous voudriez qu'on change de modèle ou pas ? Mais c'est pas possible. Ça n'est juste pas possible parce que il faut une génération pour le faire. On peut mettre un petit bout de capitalisation dans le système, mais il faut 30 ans ou 40 ans. Enfin, il faut 43 ans très précisément. Oui, parce que c'est le nombre d'annuités. Exactement. Comment aborder justement la réforme des retraites ? Comment y parvenir ?
comment travailler plus. Que propose le MEDEF en ce qui concerne la pénibilité, les carrières longues, les petites retraites et le départ prématuré des seniors? Comment faire en sorte que les seniors puissent travailler jusqu'à 62, 63, voire 67 ans, comme le dit Édouard Philippe? D'abord, il faut bouger l'âge légal. Mais en fait, l'âge légal, comment dire, ça n'est pas le seul critère. Parce que ce qui compte au final, c'est l'âge effectif. C'est-à-dire l'âge auquel les gens partent réellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la moitié des Français qui partent avant l'âge légal en utilisant un dispositif du type de ceux que vous avez cités. Donc au fond, il faut regarder l'équation au total. Donc personne ne nie, et au MEDEF pas plus qu'ailleurs, qu'il y a des métiers qui sont plus, je préfère le mot usure au travail que pénibilité. Mais ça revient au même. C'est vrai que quand vous êtes maçon ou carreleur, il y a une forme d'usure au travail. Donc quand vous avez commencé à travailler à 18 ans, 19 ans ou 20 ans, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que ça dépend quand vous des avez métiers, commencé plus tard. Monsieur Azia. Ça dépend des métiers. Je ne sais pas si journaliste est un métier pénible, mais vous pouvez avoir travaillé depuis l'âge de 20 ans et ne pas être usé, ou vous pouvez effectivement avoir travaillé tôt et être usé. Nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est très simple, c'est ce qui existe en Allemagne. C'est à partir d'un âge qu'on doit déterminer, ça peut être 50, ça peut être 55, un examen médical par la médecine du travail ou la sécurité sociale qui permet de dire si vous êtes apte ou pas à exercer le métier qui est le vôtre. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous êtes inapte, on vous met en retraite anticipée, comme c'est le cas déjà pour partie, ou on vous convertit, enfin vous propose une formation pour un autre métier. Parce que un des éléments sur les emplois des seniors sur lequel les entreprises ont un effort à faire, c'est que les seniors sont moins formés à partir de 50 ans que l'ensemble de la population salariée. Et ça, on voit bien que c'est un problème parce qu'on est amené à changer de métier. Et donc, on propose un bilan de compétences obligatoire à 45 ans pour justement faire un point de l'employabilité, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un à aller travailler ailleurs et lui proposer des formations dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Édouard Philippe quand il dit qu'il faudra partir à 65, 66 et éventuellement 67 ans? Je ne pense pas qu'on puisse poser le problème comme ça. Il y a peut-être des métiers où on peut partir à 67 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez, alors je ne sais plus quel chiffre, je crois que c'est 1% des salariés qui continuent après 67 ans. Vous comptez prendre votre retraite à quel âge? Écoutez, je ne sais pas, cher monsieur, je me sens en pleine forme, donc je compte continuer longtemps, mais après, vous savez, la maladie, la vie, c'est assez imprévisible. Vous savez Jean-Luc Mélenchon qui continue à 72 ans. Oui, ce n'est pas un bon exemple, Jean-Luc Mélenchon, de ses propres discours. Non, mais au-delà de la boutade, si vous voulez. On voit bien qu'il y a des professions, des métiers, des gens qui... C'est pour ça que cette idée de dire c'est tout le monde à un âge me paraît pas la bonne. Il faut prendre en compte l'histoire au sens, pas l'histoire au sens avec un grand H, mais l'histoire personnelle de chaque individu. Donc une retraite personnalisée? Alors, c'est pas personnalisé au sens chacun peut choisir. C'est prendre en compte l'histoire professionnelle de manière objective. Ce qu'il faut pas faire, par contre, dans l'autre sens, c'est faire les régimes spéciaux du privé. C'est dire tous les carreleurs partent... parce que là, vous allez faire ce qu'on avait fait avec la SNCF. Tous les conducteurs de train partent plus tôt. Puis quand on améliore les conditions de travail des conducteurs de train, on ne change pas le régime. Et est-ce que vous pensez, comme le souhaite Emmanuel Macron, que cette réforme des retraites pourra être mise en place l'été prochain? Oui. Et vous le souhaitez, je suppose. Alors, un, je le souhaite, et deux, je le pense. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, sur la retraite, on a quand même passé 2 ans, entre 2017 et 2019, à discuter avec M. Delevoye. Vous vous souvenez de Jean-Paul Delevoye? On y allait tous les 15 jours, machin, etc. Tout le monde connaît les positions des uns. On y a tous travaillé. Et puis, on en parle depuis Rocard. Et on en parle depuis Rocard. Enfin, il y a eu des réformes de retraite. Faut pas... bien sûr, et d'ailleurs, je crois qu'il faut dire aux Français que c'est pas la DER des DER. Vous savez, les Suédois, ils ont un système très malin où le système évolue avec l'espérance de vie. Et ce qui est d'ailleurs assez logique. Donc, il faut faire cette réforme, et oui, je pense qu'elle pourra passer et être mise en place à l'été 2023. Alors, guerre en Ukraine, on en a parlé. Cette guerre, est-ce qu'elle met en danger la croissance et l'emploi? Pardon, je vais commencer par vous dire, elle met en danger des choses bien plus graves. Bien sûr qu'elle met en danger la croissance et l'emploi, mais avant ça, elle met en danger le droit international, la démocratie. C'est pour ça que nous, au MEDEF, on a pris très vite le parti de soutenir les sanctions qui pénalisent à la fois les entreprises françaises qui sont en Russie d'un côté et les entreprises françaises en France et l'emploi et la croissance, parce que d'une certaine manière, nos valeurs n'ont pas de prix. Même si on doit souffrir économiquement, on est loin de souffrir comme évidemment le peuple ukrainien, et c'est un enjeu de droit international. Vous savez, j'ai fait intervenir... Et de liberté et de droits de l'homme. Bien sûr, j'ai fait intervenir Volodymyr Zelensky à la REF, l'université d'été.
Et donc au début, il a lu son texte, puis après il a improvisé. Il faisait très très beau. On était à Longchamp, 29 août, tout le monde était en bras de chemise, en train de siroter un truc. Et il a regardé la salle qu'il voyait dans sa caméra. Il a dit, vous êtes dans un beau pays, il fait beau, et je suis très heureux pour vous. Nous, on est les tranchées, on se bat pour votre liberté. Bah, ça résume tout. Il a raison. Hein. Oui, ça résume tout. Et il n'y a pas de débat. Autre dossier, c'est l'Arménie. En votre qualité de président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes rendu à Bakou, en Azerbaïdjan, en 2019, notamment afin d'y conclure des accords au titre du MEDEF international. Et j'ai regardé la page Azerbaïdjan du site du MEDEF. Elle présente des initiatives prises dans ce cadre en date du 7 avril 2022, c'est-à-dire postérieurement à la guerre menée par le régime d'Aliyev pour annexer de force l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Depuis, l'Azerbaïdjan a bombardé et envahi le territoire même de la République d'Arménie, poursuivant également ses exactions contre les Arméniens, militaires comme civils. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron, c'était mercredi, déclarer à propos de l'Azerbaïdjan que, je cite, nos valeurs et nos principes ne s'achètent pas ni à coup de gaz, ni à coup de pétrole, est-ce que vous pensez qu'en votre qualité de président du MEDEF, vous devriez au moins alerter publiquement les entreprises françaises pour leur recommander de cesser toute activité dans ce pays? Si vous voulez, je vais vous répondre plus largement. Si on faisait du commerce qu'avec des gens qui respectent tous les principes d'un blême, on ferait plus de commerce. On n'irait pas, comme j'ai été la semaine dernière en Arabie Saoudite, dire les choses. Donc, nous, on se tient à une politique générale qui est on fait ce que le gouvernement nous demande de faire. Quand il y a des sanctions sur la Russie, on respecte les sanctions. Quand il y a des sanctions sur l'Iran, PSA et Renault, qui étaient très présents en Iran, sont partis du jour au lendemain. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le gouvernement ne nous a pas demandé de nous retirer d'Azerbaïdjan. Et donc, les affaires qui ont été démarrées avant continuent. Après, le citoyen Roux de Bézieux peut avoir un avis. Donc, le citoyen Roux de Bézieux, il pense quoi? Il pense qu'effectivement, c'est une agression qui ne respecte pas le droit international. Et je suis émotionnellement aux côtés des Arméniens. Mais vous ne pouvez pas demander aux entreprises françaises de faire de la politique à la place du gouvernement. On obéit aux consignes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, près du gouvernement. Et c'est vrai pour l'Azerbaïdjan, c'est vrai pour tous les autres pays. Encore une fois, si on ne faisait du commerce qu'avec les gens qui respectent strictement les droits, on n'exporterait plus. La situation en Iran, elle vous inspire quoi? Écoutez, j'espère, mais je ne connais pas assez le pays, que ce mouvement qui a l'air d'être massif aboutisse à une évolution. Évolution, c'est-à-dire la chute du régime? Oui, on est dans un régime quand même qui est à des années-lumière de respect. Mais dans le non-respect des droits de l'homme, il y a des degrés, si j'ose dire. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais vous avez des pays non démocratiques qui sont plus démocratiques que d'autres, ou moins démocratiques, comme vous voulez. Donc là, on fait partie quand même d'un pays qui est terrifiant du point de vue de la manière dont il gère les femmes. 2 ans après, jour pour jour après la décapitation de Samuel Paty, le principe de la laïcité à l'école et au sein de l'entreprise se pose-t-il de la même manière? Non, l'école est un service public. Et donc il y a des règles, il y a l'interdiction d'un certain nombre de signes religieux apparents que vous connaissez, etc. Dans l'entreprise, il n'y a pas de loi qui s'applique, c'est au chef d'entreprise de décider. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu certes quelques affaires médiatisées, vous venez souvenir de la crèche Babylou ou dans une prise publique, mais je fais peut-être, 50 déplacements par an dans des MEDEF territoriaux. C'est une question qui ne me remonte jamais. L'impression qu'on a, je ne peux pas l'étayer statistiquement, c'est que ce qu'on appelle pudiquement le fait religieux, et qui en réalité, pour ne pas faire de langue de bois, l'islam intégriste, prosélyte, dans les entreprises, c'est très, très, très limité. Et cette décapitation de Samuel Paty, c'est une blessure qui ne se refermera jamais? Est-ce qu'elle se refermera jamais? Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, c'est une blessure. Oui, mais bien sûr, c'est un symbole absolument... C'est comme Charlie, c'est la liberté de la presse et l'enseignant sont 2 symboles qui ont voulu être atteints par les islamistes. Alors, autre chose que j'ai apprise sur le site du MEDEF, c'est que vous allez mener une mission d'entreprise en janvier prochain en Israël. Je crois que c'est du 23 au 26 janvier. Je vous confirme. Israël, un pays à forte croissance, 7% en 2021, 4% en 2022, porté par le secteur des hautes technologies, c'est 15% du PIB. Et aussi la progressive ouverture du pays à certaines économies de la région après les signatures des accords d'Abraham à l'été 2020. Qu'est-ce qu'il faut attendre de votre mission?
et de cette mission? J'allais dire des contrats, c'est un peu trivial de répondre ça, mais j'y vais avec une quarantaine de chefs d'entreprise. Donc évidemment, c'est pas une vie de politique, c'est une vie de business. Oui, bien sûr. On rencontrera le nouveau gouvernement qui sortira des urnes, je crois, le 1er novembre. Début novembre, oui. Mais c'est plus pour discuter, appel d'offres, etc., etc. Donc oui, il y a, j'espère, des retombées positives pour l'esprit français. Il y a aussi, je pense, des leçons à prendre sur la manière dont la technologie, c'est la fameuse Startup Nation. Voilà, Israël, ouais. Startup Nation. Il y a un modèle à suivre, un modèle. Oui, alors, je pense pas qu'on puisse l'appliquer de la même manière, parce qu'il y a 7 millions, je vais dire une bêtise. Jusqu'à 10 millions. 10 millions d'habitants. Il y a 10 d'abord un lien quand même très fort entre l'armée et la technologie, qu'on n'a pas de la même manière en France. Donc on ne peut pas appliquer le même modèle, comme Singapour, etc. Mais il y a certainement des choses à prendre pour les entreprises françaises, pour les startups françaises. Avec aussi, vous concernant, un lien familial. Oui, j'ai retrouvé une histoire familiale que je connaissais un peu, mais pas très bien. Ma grand-mère, enfin mes grands-parents plutôt, en 1944, ont recueilli, caché pendant... jusqu'à la libération, en fait, une femme qui était résistante dans les murs, les mouvements unis de résistance, qui était juive, qui s'appelle toujours, parce qu'elle est toujours vivante, Denise Bullertal, qui a émigré en Israël après. Et par Yad Vashem, j'ai retrouvé en fait la trace de cette femme et je vais rencontrer son fils. Elle est toujours vivante, mais malheureusement à l'Alzheimer. Mais elle a raconté donc à son fils ce qui lui était arrivé. Et donc... on doit se rencontrer, il y aura un moment d'émotion assez fort. Assez fort parce que, comme on le dit souvent, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Ce qu'a fait votre grand-mère a sauvé Mes grands-parents, les deux. Vos grands-parents ont sauvé quelque part l'humanité. Écoutez, oui, en plus c'est une histoire dont elle s'est... Moi j'ai connu ma grand-mère, elle est morte à 93 ans, dont elle s'est jamais vantée, si j'ose dire. Enfin, elle n'en a pas fait un fait d'armes particulier. La France est-elle, ce sont eux les justes? Écoutez, j'espère en tout cas que oui, je préfère être représenté par eux que par d'autres. Voilà, pour dire les choses. Merci en tout cas, Geoffroy. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.